Bon, on va commencer chapitre 3 de ce cours. Donc, extension de corps. Et un peu de théorie de Galois. Premier paragraphe. Sous-corps. En fait, voilà, on va maintenant essentiellement travailler sur les corps. Et comme je n'ai pas trop envie de parler de morphisme d'anneau entre deux corps, je vais dire aussi des morphismes de corps pour un morphisme d'anneau. Plus précisément, soit K et L des corps. Un morphisme de corps de K dans L. Ce n'est rien d'autre qu'un morphisme d'anneau de K dans L. C'est un morphisme d'anneau de K dans L. Et simplement, c'est plus agréable de parler de morphisme de corps que de morphisme d'anneau entre deux corps. Et de même, on fera de même pour un endomorphisme, pour un isomorphisme, endomorphisme, et automorphisme de corps. On va dire isomorphisme de corps, c'est simplement un isomorphisme d'anneau. Endomorphisme de corps, c'est un endomorphisme d'anneau. Et un automorphisme d'un corps, c'est un automorphisme du corps en tant qu'anneau. Et de même, un sous-anneau, un sous-corps, voilà, non, peut-être pas tout à fait pareil, un sous-corps d'un corps K est un sous-anneau de K qui est, en tant qu'anneau, est un corps. C'est un sous-corps. Ce n'est pas un sous-anneau, il ne suffit pas d'être sous-anneau. Z est un sous-anneau de Q, Q est un corps, mais ce n'est pas un sous-corps, bien sûr. Un sous-corps, c'est un sous-anneau qui est un corps. En fait, ça arrive très souvent des sous-corps parce que on a vu que si F est un morphisme de corps, vous vous souvenez, un morphisme d'un corps dans un anneau non nul, est injectif. Donc ici, comme L est non nul, c'est un corps, donc c'est un anneau non nul, et K est un corps, donc un morphisme de corps est forcément injectif. Donc, chaque fois qu'on a un morphisme de corps, en fait, on peut identifier le corps de départ avec son image dans le corps d'arrivée. Il y a un isomorphisme entre K et son image, et donc on peut identifier K, c'est vraiment le même corps à isomorphisme près. Son image, l'image de K dans L est le même corps à isomorphisme près dans K, donc on peut identifier K avec F de K, avec le sous-corps F de K dans L. Et du coup, c'est un sous-corps, parce que c'est un anneau qui est isomorphe à K, donc c'est un corps. On peut identifier avec le sous-corps F de K de L. Et donc, chaque fois qu'on a un morphisme de corps, en fait, on obtient un sous-corps. Ce qui fait qu'on parle un peu moins de morphisme de corps, en fait, parce que toujours, on peut souvent supposer que le corps de départ, c'est un sous-corps du corps d'arrivée, et que le morphisme, c'est juste l'inclusion. En fait, dans tous les exemples,
que voici, c'est ce qu'on a fait. Hein. En fait, Q est un sous-corps du corps de nombre réel. Hein. En fait, voilà, par construction, ce n'est pas un sous-corps. Quand vous construisez R à partir de Q en complétant par rapport à la norme archimédienne, habituellement, on construit R, hein, par exemple comme des classes d'équivalence de suite de Cauchy dans Q. Q n'est pas un sous-ensemble de R. Hein. En identifiant un rationnel avec la suite constante, on obtient un morphisme de corps de Q dans R. Et après, on identifie Q avec son image pour avoir... on aime bien penser au nombre réel comme une extension des nombres rationnels, qui comprend les nombres rationnels. Donc c'est exactement ce principe que je viens de dire, qui s'est appliqué dans la construction de R et qui permet de voir R comme un corps contenant Q comme sous-corps. Et pareil, R est un sous-corps de C. D'abord, souvent on construit C comme R2 avec une loi d'addition et une multiplication. Mais en identifiant R avec l'axe des X, on va avoir un morphisme de corps de R dans C et on identifie R avec son image parce qu'on aime bien voir les nombres réels comme des nombres complexes particuliers. Et notre exemple, c'est que si donc soit K un corps, alors K est un sous-corps du corps des fractions rationnelles à coefficient dans K en X. N'est-ce pas? Parce que déjà K est un sous-anneau de K crochet X. Et après K crochet X, on peut considérer comme un sous-anneau de K parenthèse X. Et donc, ça nous fait K sous-corps de K crochet X. Donc, c'est un autre exemple de sous-corps. Et là encore, c'est parce qu'on identifie les éléments de K avec des fractions de la forme lambda sur 1, où lambda est un élément de K. Bon, j'ai déjà dit que l'image d'un corps par un morphisme de corps est un sous-corps. Plus généralement, ce qui est utile, c'est l'énoncé suivant. Donc, soit F, un morphisme de corps. Alors, premièrement, si M est un sous-corps de K, F de M est un sous-corps de L. L'image d'un sous-corps est un sous-corps. Et deuxièmement, si M est un sous-corps de L, F moins 1 de M, donc K est un sous-corps. C'est très facile à démontrer. Vous pouvez démontrer ça comme ça, directement, pour un morphisme. Pas besoin d'identifier K avec son image, ça ne fait qu'embrouiller les choses. Mais si jamais c'était l'inclusion, si jamais vous pensez à F comme l'inclusion, c'est complètement évident. Si vous avez K contenu dans L comme sous-corps, si M est un sous-corps dans K, M est un sous-corps dans L, bien sûr. Et ici, c'est quoi F moins 1 de M? Si K est un sous-corps dans L, F c'est l'inclusion, F moins 1 de M, c'est l'intersection de K avec M. L'intersection de deux corps est un sous-corps. Donc je laisse ça comme exercice. L'intersection de deux corps est un sous-corps. En fait, ça se généralise comme habituellement. Si j'ai un corps quelconque, et c'est une collection de sous-corps de K, alors l'intersection de cette collection, je prends l'intersection de tous les corps dans C, dans K, je prends cette intersection, est un sous-corps
de K. Une intersection arbitraire, non seulement une intersection de sous-corps d'un corps K est un sous-corps, carrément une intersection arbitraire de sous-corps de K est un sous-corps. Là, pareil, je vous laisse ça comme exercice. C'est facile, c'est des bons exercices à faire, évidemment. C'est complètement trivial, mais il est important de rédiger ça correctement. C'est des bons exercices de rédaction, de démonstration. Et ça refait travailler un peu la théorie des ensembles, notamment la notion d'intersection d'une collection de sous-ensembles. Comme corollaire, on en déduit que tout corps possède un plus petit sous-corps, parce que j'ai qu'à prendre la collection de tous les sous-corps d'un corps donné. Donc tout corps possède un plus petit sous-corps. Un peu l'analogue à ce qu'on a vu pour les anneaux, que tout anneau possède un plus petit sous-anneau. Mais ce n'est pas le même, pas forcément le même. Donc la démonstration est claire, à partir de la proposition, je prends pour ces rondes, je prends la collection de tous les sous-corps. Et cette intersection est un sous-corps et c'est le plus petit, parce que si j'ai n'importe quel sous-corps de K, il va contenir l'intersection de ces rondes, parce que le sous-corps K appartient à C, donc c'est clair. Et on l'appelle donc le sous-corps premier. D'un corps donné, d'un corps K donné. C'est le sous-corps premier. En fait, on va décrire très explicitement avant de voir des exemples. Soit K, un corps quelconque. Il doit y avoir un rapport avec l'anneau, le sous-anneau premier, bien sûr. Le sous-anneau premier, c'était, on prenait le morphisme unique de Z dans l'anneau A en question, et son image, c'était le plus petit sous-anneau d'un anneau A donné. Ici, on démarre comme ça aussi. Je prends F Z en K, l'unique morphisme d'anneau. De Z dans K. Son image, c'est le plus petit sous-anneau de K, mais ce n'est pas forcément un corps, bien sûr. Il suffit de penser à K égale Q, vous avez Z dans Q, et Z n'est pas un sous-corps de Q. Mais justement, il y a deux possibilités. Ou bien ce morphisme est injectif, ou bien il n'est pas injectif. Et on va décliner les choses selon ces deux cas. Alors, de deux choses une. Ou bien, premièrement, F est injectif. Et s'il est injectif, ça veut dire que tout élément non nul ici est rendu inversible dans K. Tout élément non nul devient donc inversible dans K, parce que K est un corps. Un élément non nul aura une image non nulle, et donc inversible dans K. Donc F s'étend à un morphisme par propriété universelle de la localisation du corps de fraction de Z dans K, c'est-à-dire Q. F est injectif, induit un morphisme de corps, justement, F' de Q dans K. Et le sous-corps premier, de K, dans ce cas-là, est donc isomorphe à F. Le sous-corps de K, c'est l'image de F'. C'est F' de Q. Et lui est donc isomorphe, est isomorphe à Q. Et est isomorphe à Q. Ça, c'est une première possibilité. Ou bien,
Deuxième possibilité, F n'est pas injectif. F n'est pas injectif. Dans ce cas-là, il a un noyau non nul, mais comme il induit, bien sûr, quand je quotiente par son noyau, ça va induire un isomorphisme du quotient sur son image, et son image, c'est un sous-anneau d'un corps, il est intègre, donc en fait, le noyau va être engendré par un nombre premier. Son noyau est de la forme Pz avec P premier, avec P un nombre premier. Et il induit un morphisme F bar de Z modo Pz dans K, bien sûr, qui va donc être injectif. Et le sous-corps premier de K, du coup, c'est l'image de F bar, ce qui est d'ailleurs aussi l'image de F. Mais F bar induit un isomorphisme de Z modulo Pz sur ce sous-corps. Un point virgule. Le sous-corps premier de K est l'image de F bar, ce qui est aussi l'image de F, hein, parce que c'est induit par quotient, ces morphismes-là ont la même image. Et est donc isomorphe au corps Z modulo Pz. C'est ça les deux possibilités. Bon, je crois que déjà en rédigeant la proposition, je vous ai donné la démonstration. Donc, je ne sais pas s'il y a grand-chose à démontrer. Je vais te laisser la démonstration. Hein. J'ai dit tous les ingrédients. Donc la démonstration, vous pouvez faire comme exercice. C'est un coup de propriété universelle, on fait ça très facilement. Donc, vous voyez, le corps Z modulo Pz joue un rôle particulier, tout comme le corps Q dans la théorie de corps. Et si on veut insister sur Z modulo Pz comme corps et pas comme anneau, on va le noter F indice P. F indice P, c'est Z modulo Pz. P premier. C'est un corps à P éléments. C'est un corps fini à P éléments. Dans ce cours-là, j'aime bien noter F0, Q. Comme ça, j'ai une notation F indice P pour P premier ou 0 pour les corps premiers, pour les sous-corps premiers. Donc le corollaire de cette proposition assez précise, c'est qu'il y a deux possibilités. Grosso modo, il y a deux cas de figure pour un corps K. Ou bien son sous-corps premier est infini et donc isomorphe à Q. Je vois K un corps. De deux choses une. Ou bien son sous-corps premier est isomorphe à Q, ou bien son sous-corps premier est isomorphe à un F indice P pour un certain nombre premier P. Et de plus,
donc c'est isomorphe, hein, mais cet isomorphisme est unique, parce que ça provient de l'unique isomorphisme de Z dans K. Il n'est pas difficile de voir que dans les deux cas, l'isomorphisme en question là est unique. C'est qu'il y a une unique façon d'identifier Q avec le sous-corps de K si f est injectif. Et il y a une unique façon d'identifier le sous-corps premier de K avec Fp si on est dans le deuxième cas. De plus, cet isomorphisme est unique. Donc il n'y a vraiment aucun problème à identifier ces corps Q ou Fp avec leurs images dans le corps K général. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si vous doutez de l'isomorphisme unique, vous pouvez aussi utiliser le fait que on peut faire ça comme exercice, que le seul morphisme de Q dans lui-même, c'est l'identité. Vous pouvez faire ça à la main ou en utilisant des propriétés universelles, de Z notamment. Ou deuxièmement, pareil, le seul morphisme de Fp dans lui-même est l'identité. Donc il n'y a pas deux façons d'identifier Q avec son image dans K. Donc pour tout corps K, on peut vraiment considérer ou bien il contient Q comme sous-corps, ou bien il contient un F indice P comme sous-corps. Et ça se comporte bien par rapport au morphisme de corps, oui évidemment, parce que le morphisme de corps, c'est essentiellement des inclusions. Donc la proposition suivante n'est pas très surprenante. Sur F, je formule quand même pour un morphisme, parce que je n'ai pas envie de faire des identifications quand il n'y en a pas besoin. Donc sur F de K dans L, un morphisme de corps. Ah, j'ai oublié de définir la caractéristique. Excusez-moi. Excusez-moi, justement, maintenant je définis la caractéristique. Dans le premier cas, si on a dans le premier cas, c'est-à-dire si Q est contenu dans K, on dit que K est de caractéristique 0. On dit que K est de caractéristique 0. Et on note car de K égale 0. Dans le deuxième cas, donc c'est ici Fp est contenu dans K, P premier. On dit que K est de caractéristique P. De caractéristique P. Et notez car de K égale P. Bon, a priori, un corps pourrait être de plusieurs caractéristiques, n'est-ce pas? J'ai pas... Peut-être que le sous-corps premier peut être à la fois égal à Fp et Fp'. Évidemment, ce n'est pas possible. On peut déjà dire qu'il est bien... En fait, on peut déjà dire qu'il est bien déterminé de manière unique parce que le premier cas, le sous-corps premier est donc infini. Deuxième cas, le sous-corps premier est fini et des cardinal P. Et donc, ça détermine P de manière unique. Donc, la caractéristique est bien définie. Hein. La caractéristique
d'un corps est bien défini. Donc, il n'y a qu'un seul P, que ce soit 0 ou l'infini, tel que K contient, tel que le sous-corps d'un corps K est isomorphe à f indice P. Alors la proposition que je voulais écrire, c'est la proposition qui va plus loin, qui dit que si donc soit f un morphisme de corps, alors forcément K et L ont la même caractéristique. Je disais, hein, si f est l'inclusion, c'est évident, hein, parce que le sous-corps premier de L est aussi le sous-corps premier de K, donc ils ont la même caractéristique. Soit f un morphisme de corps, alors caractéristique de K égale caractéristique de L. Donc ça ne se mélange pas, on peut pas il n'y a pas de morphisme de corps d'un corps de caractéristique donnée dans un corps d'une autre caractéristique. Donc ils ont un sous-corps commun, ils ont un sous-corps premier commun, soit f leur sous-corps premier commun, c'est-à-dire K et L ont tous les deux F comme sous-corps premier, alors la restriction, en plus la restriction de F à F est l'identité. C'est une conséquence de l'exercice que je viens de dire. Bon, ça aussi c'est très facile à démontrer. Si vous avez un morphisme de corps, si vous ne pouvez pas l'identifier avec l'inclusion de K dans L, vous pouvez aussi dire, voilà, un morphisme de corps, on peut démontrer que le sous-corps premier de K est envoyé dans le sous-corps premier de L. Et donc, sa restriction va donc de Fp dans Fp'. Et bon, après, c'est facile de voir que P doit être égal à P'. Je vais peut-être laisser ça comme exercice. Alors voilà une proposition qui reprend une définition plus habituelle de la caractéristique, notamment quand K est de caractéristique non nulle, soit K encore de caractéristique P non nulle, P c'est un premier, alors P égale 0, P vu comme entier dans K est 0 dans K. Et en plus, c'est le plus petit entier naturel non nul qui est 0 dans K. C'est le plus petit entier naturel non nul ayant cette propriété. Ça, c'est plus habituel comme définition de la caractéristique, en fait. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, il faut passer par la proposition avec laquelle j'ai commencé. Donc, de toute façon, ça n'a pas d'importance comment on définit. En tout cas, voilà ce que c'est concrètement la caractéristique. Bon, la démonstration, c'est facile, hein, parce que K contient un Fp, hein, comme K est un corps de caractéristique P avec P non nul, K contient Fp avec P premier. Vous voyez, P dans Fp est 0. Fp, c'est juste Z modulo Pz. Donc l'entier P dans Z modulo Pz est 0. Donc P est égal à 0 dans Fp.
et il est donc aussi 0 dans K. Et si n est un entier quelconque avec n égale 0 dans K, pour démontrer que P c'est le plus petit entier naturel non nul avec cette propriété, prenons un entier relatif qui est nul dans K. Les entiers dans K sont bien sûr appartiennent à Fp, parce que Fp c'est l'image des entiers dans K. Donc on a aussi n égale 0 dans Fp, parce que n appartient à Fp. Et si n est égal à 0 dans Fp, comme Fp c'est z modulo Pz, ça veut dire que P divise n. Et donc si jamais n est un entier naturel non nul qui est égal à 0 dans K, vous voyez, vous avez un entier naturel non nul divisible par P, et donc il est supérieur ou égal à P. Donc on retrouve la définition plus habituelle de la caractéristique. J'aime bien dire que voilà, la caractéristique, en fait, c'est en fonction du sous-corps premier. On a une espèce de dichotomie, c'est que ou bien un corps est de caractéristique 0, c'est-à-dire qu'il contient Q comme sous-corps, ou bien il est de caractéristique P avec P premier, auquel cas il contient un F indice P comme sous-corps. Alors, dans le cas de caractéristiques non nulles, donc soit K de caractéristiques P non nulles, alors on a vu ça plus généralement, je pense, pour un anneau dans lequel P est égal à 0. On a le morphisme de Frobenius. Soit phi, l'application de K dans K définie, l'application définie par phi de x égale x puissance p, le même p. Alors phi est un morphisme. Alors phi est un morphisme d'anneau. Et donc, comme K est un corps, c'est un morphisme de corps. Et comme ça va de K dans lui-même, c'est un endomorphisme de corps. Alors phi est un endomorphisme. C'est un endomorphisme de corps. Donc on l'appelle l'endomorphisme, le morphisme de Frobenius. On l'appelle le morphisme de Frobenius du corps K. On a vu ça dans le paragraphe sur la propriété universelle de l'anneau Z crochet X. On a vu que de manière générale, si un anneau A est tel que il y a un nombre premier P qui est 0 dans A, alors cela définit un morphisme d'anneau. Le point délicat étant bien sûr de l'additivité, mais ça vient du fait que les coefficients binomiaux que vous avez, si vous écrivez phi de x plus y, vous avez des coefficients binomiaux qui sont presque tous divisibles par p, sauf celui devant x puissance p et celui devant y puissance p. Donc, comme je l'ai déjà fait de manière générale, je ne vais pas le refaire. Donc ça va être important dans la suite. Et encore une autre énoncé qu'il faut dire, c'est qu'on s'intéresse pas mal au corps fini. Un corps fini ne peut pas contenir Q comme sous-corps. Vous voyez, tout corps fini est des caractéristiques non nulles. Forcément, parce qu'il ne peut pas contenir Q comme sous-corps premier. Donc il contient Fp avec P non nul. Donc ça c'est clair. La réciproque est bien sûr faux. Le réciproque est faux. Exemple. Bien sûr, si P est premier,
J'ai qu'à prendre des fractions rationnelles en x à coefficient fp. Vous voyez, ça contient même les polynômes en x à coefficient p. Et donc c'est un corps infini. Mais des caractéristiques P, parce qu'il contient Fp. Non nul, parce que P est premier. Oui, donc il ne faut pas croire que l'inverse, le réciproque est vrai aussi. Un corps fini a des caractéristiques non nulles, mais évidemment, il y a des corps finis, des caractéristiques non nulles infinies. Voilà, c'est un petit paragraphe sur les sous-corps.